et puis ensuite avec différentes personnes, et surtout j'étais amie avec le docteur Scherer. Et j'ai eu l'occasion ensuite de travailler sur l'accompagnement soins palliatifs quand j'ai fait ce livre sur les bénévoles face au cancer, et où j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient dans l'accompagnement. Voilà. Alors, moi, j'avais proposé, normalement, j'aurais dû parler en présentiel, j'avoue que c'est ce que je préfère. J'avais proposé de parler du travail que j'ai fait pendant 2 ans à SOS Amitié, parce qu'il me semblait que c'était deux sortes de bénévolat qui se ressemblaient beaucoup. Alors, je vais souligner les trois traits essentiels pour moi. D'abord, c'est que dans les deux associations, ce sont des bénévoles qui travaillent, et que le bénévolat a une position, je dirais, mystérieuse dans notre société. À SOS, on ne travaille pas avec des professionnels, sauf dans les formations, alors qu'à Jalmav, il y a des interactions constantes avec les personnels médicaux et les proches. Dans ces deux bénévolats, ce qui m'a toujours frappé, c'est l'engagement extrêmement lourd et extrêmement discret et très modeste, contrairement à d'autres bénévoles dans la société. Et ce que j'ai trouvé aussi comme similarité, c'est que le travail, c'est un travail d'écoute, un travail de care, un travail à l'écoute de la souffrance, avec à Jalmav, contrairement à SOS, une rencontre physique, c'est-à-dire on est en présence de la personne, alors qu'à SOS, on est uniquement au bout du téléphone ou du chat ou du mail. Voilà. La troisième similarité, c'est qu'il y a beaucoup de sélection et beaucoup de formation dans vos deux associations. Contrairement, je ne sais pas, quand vous allez dans une fête de village, il n'y a pas forcément une sélection. J'ai beaucoup travaillé sur le bénévolat dans énormément d'associations, et c'est vraiment à ce niveau-là que j'ai trouvé le plus de sélection et plus de formation. D'autre part, vos deux associations font face je dirais, à deux problèmes modernes qui sont la solitude et la mort totalement technicisées, je dirais déshumanisées. Alors maintenant, je vais passer au travail spécifique de SOS Amitié. Alors, je crois qu'il faut penser à SOS Amitié non pas à partir de ce film que j'aime pas beaucoup, qui est Le Père Noël et une ordure, mais plutôt d'un merveilleux livre qui est le livre d'Émile Ajar, L'angoisse du roi Salomon. Je trouve un excellent livre pour décrire SOS Amitié. Alors, la fonction sociale de SOS Amitié, elle vient peut-être remplacer ce qui a pu être la confession, mais je réfléchissais aussi, c'est aussi les échanges qui sont peut-être les échanges pendant des veillées ou que la télévision vient totalement obérer maintenant. Et puis actuellement, dans le temps du Covid, sans café, sans pub, on n'a plus tellement moyen de se rencontrer, et peut-être qu'on parlera rapidement des changements que ça a pu introduire dans cette association. Alors, quelle est la production d'SOS Amitié? Là, je parle en sociologue, c'est le souffle humain, c'est l'écoute, c'est la bienveillance, et je reviendrai sur la méthode. Qui sont les bénévoles? Là, je vais demander à Monsieur de Margerie de passer les 2 ou 3 schémas que j'ai pu sortir. J'ai fait donc une étude assez longue avec les bénévoles sur les pratiques, et on voulait savoir aussi qui sont les bénévoles à SOS Amitié, et je pense qu'ils ressemblent un peu à ceux de votre association. C'est des profils classiques de bénévoles, des femmes pour les 2/3, la moitié entre 50 et 75 ans. Les 3/4 ont fait des études supérieures. Beaucoup ont une ancienneté remarquable, 20 ans et plus. Plus de la moitié acceptent, en plus de ce travail d'écoute, d'avoir des responsabilités.
et peu ont été des appelants eux-mêmes, contrairement à d'autres associations que j'ai pu rencontrer dans d'autres domaines. C'est-à-dire qu'il n'y a pas finalement de personnes, où il y a des personnes qui sont concernées, mais moins par exemple que dans les associations de malades où ça peut être des anciens malades. La plupart, beaucoup en tout cas, ont d'autres engagements associatifs, alors quelquefois dans le loisir, dans des chorales, dans des associations militantes, dans SOS Racisme, la Ligue des droits de l'homme, etc. Voilà. Maintenant, je vais reprendre alors l'entrée à SOS. L'entrée se fait souvent, comme dans beaucoup d'associations, et je sais dans la vôtre, de bouche à oreille, mais aussi par des publicités. Je pense que vous avez remarqué que Le Monde fait presque tous les jours une publicité pour SOS Amitié. Il y a aussi les foires, les foires associatives. Beaucoup de problèmes dans ce recrutement et dans cette rentrée. Un problème de besoin terrible de rajeunissement et un autre problème est celui de la recherche de responsables. La difficulté à SOS Amitié, et je reviendrai dessus, c'est qu'on demande aux appelants d'être anonymes, mais on demande aussi aux écoutants d'être anonymes. Et pendant longtemps, les bénévoles de SOS Amitié ne disaient à personne qu'ils étaient à SOS Amitié. Même à la limite, ils ne le disaient pas à leurs proches. Il y a ces formations, je vais en parler, mais on remarque qu'un certain nombre de personnes partent après les formations. Ça ne me semble pas un problème. J'ai l'impression que dans ces formations, SOS Amitié rend un service à l'ensemble des associations en formant des bénévoles à l'écoute, parce que ça peut être des bénévoles que vous allez retrouver dans votre association ou ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a une formation, je dirais, sociale à l'écoute. Alors, les formations, elles se font donc avant le recrutement, au moment de la sélection. C'est la clé de voûte de l'association. Il y a aussi des formations tout au long de la vie des bénévoles. Il y a des partages, des groupes de soutien, c'est-à-dire que si les personnes sont seules au bout du fil ou devant leur écran, et les personnes qui écoutent, elles se retrouvent dans les associations, dans les lieux dédiés à l'écoute, elles se retrouvent dans ces groupes de partage et dans ces formations. Et j'avais remarqué en lisant un article, je crois, d'Olivier de Margerie, en fait, les bénévoles sont lâchés tout doucement. Ils ont avec eux une double écoute, enfin, ils font des doubles écoutes, c'est-à-dire avec quelqu'un d'autre, et ils ont des référents ensuite. Alors, on en vient à cette question des motivations sur laquelle on pourrait parler pendant des heures. Les motivations sont classiques. L'éthique, Ricoeur est derrière un certain nombre de réflexions à SOS Amitié, les valeurs, l'altruisme, l'entraide, les compétences aussi, parce que quand on sent qu'on est un professionnel de l'écoute, on peut aller vers SOS. Ce sont souvent des personnes qui sont lassées de leur travail ou des contacts, l'un d'entre eux disait lassées des contacts commerciaux. Mais toujours, c'est un besoin d'agir et je dirais le sentiment très dur face à un monde des personnes en difficulté fait que des personnes s'engagent à SOS Amitié justement face à cette vulnérabilité, je dirais. Il y a aussi, comme dans toutes les associations, le désir de rencontrer d'autres personnes. C'est-à-dire que pendant la crise sanitaire et encore maintenant, ce qui est tout à fait nouveau à SOS Amitié, on peut écouter de chez soi. Et pendant un moment, on a écouté de chez soi et pas dans un... Et les personnes souffraient en fait de ne plus rencontrer leurs camarades de travail, leurs bénévoles de travail. Voilà. D'autres motivations, on en parle peu, mais elles existent. La reconnaissance, on peut avoir besoin de sentir ou de dire à ses proches, puisque maintenant on le fait, je suis à SOS Amitié. Ça peut être aussi un besoin de pouvoir pour des personnes qui ont du pouvoir, mais je crois que c'est beaucoup moins vrai dans cette association, ou probablement dans la vôtre, que dans d'autres associations.
En tout cas, ce n'est pas du tout un bénévolat zapping, comme on voit dans d'autres associations, c'est-à-dire qu'on ne passe pas d'une association à l'autre. Quand on est à SOS Amitié, comme dans Jalmav ou comme dans Alliance, on est là et on est engagé très fortement. L'écoutant peut aussi chercher à sauver le monde. Je dis ça à travers des entretiens, mais on s'aperçoit aussi qu'il vient aussi se sauver lui-même. Il y a quand même quelques écoutants qui sont d'anciens appelants et des personnes qui, peut-être, s'ils n'écoutaient pas, seraient eux-mêmes des appelants. C'est une hypothèse. Voilà. Je vais parler maintenant de l'impact. C'est un peu différent des motivations. Une motivation, c'est pourquoi on fait quelque chose, mais on pourrait aussi dire qu'est-ce que ça apporte. Alors, cela apporte aux appelants cette qualité indéniable du bénévolat, sur lequel je travaille depuis près de 40 ans, qui est une qualité humaine. Je crois que dans la qualité de l'écoute à SOS Amitié, il y a quelque chose de différent. En tout cas, les personnes disent que les appelants le leur disent. C'est différent, par exemple, de l'écoute d'un psychanalyste, d'un professionnel. Du côté des écoutants, il y a un apport très important du contre-don, c'est-à-dire on donne son temps, on donne son écoute, mais en même temps, on reçoit beaucoup, beaucoup. Et on apprend à dialoguer différemment avec ses proches, on apprend à dialoguer. Moi, je n'ai pas été écoutant puisque j'étais sociologue, mais en écoutant les écoutants, je me suis aperçue que je parlais différemment à mes étudiants, par exemple. Donc, ce sont des moments d'intensité rares dont m'ont parlé beaucoup, beaucoup des personnes que j'ai pu interviewer. Je vais rapidement aller à la méthode. La méthode de SOS Amitié est encadrée par une charte. On peut peut-être montrer la charte. Et c'est une écoute qui est très spécifique, qui est une écoute rogerienne. Alors, Carl Roger était un psychologue et qui avait bâti une théorie sur l'écoute avec des principes qu'on connaît aussi en tant que sociologue, c'est-à-dire pas de jugement, pas de conseils, pas de questions, quelquefois un silence, faire attention à ce que l'on ressent. J'avais trouvé l'idée du sentiment, le sentiment. En fait, c'est des principes extrêmement difficiles à tenir rigoureusement. Mais la plupart des personnes d'SOS Amitié disent qu'ils respectent ces principes de Rogers et qu'ils les suivent. Et en même temps, moi j'ai constaté qu'ils transgressaient un peu, qu'ils transgressaient tous un peu. C'est pas possible de ne pas donner un conseil à un jeune qui a un problème d'avortement. C'est pas possible de ne pas conseiller quelqu'un qui a un problème technique. Et puis, l'écoute, c'est difficile et à certains moments, on sort un tout petit peu de Rogers, mais globalement, c'est cette méthode qui est suivie et je dirais qui est intouchable. La question, c'est quel est le type de demande qui est fait par les appelants. Ça peut évidemment, toute cette souffrance, cette difficulté de vivre, le fait de sentir qu'on va faire un acte difficile ou un acte, excusez-moi, interdit. Mais ça peut être aussi meubler la solitude et beaucoup d'écoutants se plaignent d'entendre quelquefois simplement une demande de conversation, ce qu'ils appellent accompagner le ricoré. Et c'est un des problèmes, c'est trop de gens qui appellent toujours pour la même chose. Et là, je trouve que SOS Amitié est assez remarquable dans son travail technique. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui est fait pour éviter qu'une personne rappelle 30 fois et qu'on lui réponde 30 fois. S'il y a 700 000 appels par an
on ne peut pas répondre à tout le monde, donc il faut qu'il y ait une petite sélection qui se fasse. J'essaye d'aller vite. Donc, l'appel, c'est autour d'histoires de vie, d'histoires de solitude, de petits malheurs, de grands malheurs, de perversion. Il y a pas mal d'appels pervers, mais les écoutants ont appris à les repousser, je dirais, ils essayent. Un des problèmes face à l'écoute, c'est cette doctrine imprescriptible de l'anonymat. C'est-à-dire, on ne sait pas qui est la personne qui vous appelle et on ne sait pas qui est l'écoutant qui écoute. Et de ce fait-là, quand il y a une personne qui, par exemple, dit « je vais me suicider », l'écoutant n'est pas là pour téléphoner aux pompiers. Il le fait que quand il y a un risque très fort que la personne, par exemple, fasse un acte délictueux sur un enfant ou quelque chose comme ça, et que la personne le dit, ou il le fait que quand la personne lui demande, quand il lui dit maintenant, il faudrait que vous appeliez quelqu'un. Donc, c'est une association qui a des responsabilités très lourdes, puisqu'elle accepte de ne pas répondre aux personnes en danger, mais en même temps, si vraiment il y a une situation, ben, ça arrive assez rarement, heureusement. Voilà. Ce que je voudrais dire pour terminer, ce qui est très fondamental, à mon sens, c'est l'appartenance à l'association, une association auquel on a une identification, une appartenance très forte. Mais évidemment, il faut soutenir l'implication des bénévoles et surtout des nouveaux bénévoles. La deuxième chose que je voudrais souligner, c'est les valeurs. Cette valeur autour de la confidentialité et de l'anonymat, sauf en cas d'urgence absolue. Et cet anonymat qui a un tout petit peu changé, j'avais rencontré des gens d'SOS Amitié, je crois, il y a une vingtaine d'années, et à ce moment-là, l'anonymat était extrêmement fort. Maintenant, il a un peu changé au sens... l'anonymat a un tout petit peu changé parce qu'on peut parler à la presse et les responsables des différentes associations ou la fédération peuvent parler à la presse et d'autre part, on peut dire à ses proches qu'on est à SOS Amitié. Une autre chose que je dirais en conclusion, c'est la relation avec les professionnels qui sont difficiles. J'ai eu l'impression, en interrogeant des psychologues ou des psychiatres, un sentiment un peu d'incompréhension et d'ignorance de ce que fait SOS Amitié. Or, s'il y a tant d'appels et s'il y a tant de gens qui rappellent, ça veut dire qu'il y a une utilité évidente. D'ailleurs, alors je ne sais pas du tout si c'est un critère et comment il faut le prendre, mais pendant la crise sanitaire, on voyait le docteur Salomon ou d'autres personnes citer SOS Amitié comme partie prenante du plan sanitaire. Je voudrais insister aussi sur cette importance de la technologie, puisque SOS Amitié a été capable en 24 heures de permettre aux gens de répondre de chez eux, alors que jusqu'à présent, enfin jusqu'à mars 2020, ils ne répondaient que de postes dédiés. Ce qui posait un problème d'ailleurs, parce que les personnes vieillissantes avaient du mal en pleine nuit à aller à 30 ou 40 kilomètres de chez eux pour écouter. Voilà, alors je voudrais conclure sur l'effet sociétal, comme on dit sociologue. Je dirais que ce sont des bénévoles du care, c'est-à-dire du soin autrui, parce que l'écoute est un instrument indispensable, complémentaire aux professionnels du psy, qu'ils ont eu une importance considérable dans la crise sanitaire et qui l'ont toujours, mais là on a vu à quel point. SOS a un problème à cause de l'anonymat. Ils ont du mal, évidemment, à trouver des mécènes ou même des financements nationaux parce qu'on leur reproche toujours cette question de on aimerait bien que vous nous envoyiez les gens qui ont des problèmes.
Voilà. Et puis alors moi, une question personnelle, mais je me la pose toujours quand je rencontre des associations, encore une fois, ce que je fais depuis plus de 40 ans, c'est pourquoi est-ce que SOS dit: «Ah, on n'y arrive pas, on n'arrive pas à répondre à tous les appels». Ils font déjà un travail gigantesque comme vous, mais ils ne pourront jamais répondre à toute la misère du monde. Voilà, j'ai essayé de répondre en 20 minutes. Je suis prête à répondre aux questions. Je pense qu'il y a des gens de Jeanne qui sont aussi à SOS Amitié et qui ont peut-être des choses à rajouter. Merci, merci beaucoup parce que vous avez abordé beaucoup de choses bien utiles et effectivement, on est même en deçà des 20 minutes, ce qui laisse plus de temps encore que nous l'avons imaginé pour peut-être à travers Pour des répondre aux questions questions. ou des réflexions que suggère ce que vous venez de dire, tel ou tel peut prendre la parole, on peut se donner une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes pour quelque part en demander encore plus à Dan Ferrand-Bechmann, mais à partir de ce qu'elle nous a dit, à partir de ce que vous inspire cette comparaison partielle avec effectivement SOS Amitié, qui n'est pas tout à fait ce que nous faisons, mais il y a quand même plus d'un clin d'œil, il y a plus d'une connexion entre ce qu'ils font et ce que nous faisons. Donc la parole passe à la salle que vous êtes. Reprenez votre micro si vous souhaitez faire un commentaire, une intervention, une question, etc. vers Dan Ferrand-Bechmann. On se donne ce petit temps avant de passer à un empilage supplémentaire. La parole va chez vous si vous avez tout de suite. Voilà, alors c'est pas évident. On est très nombreux. Le plus simple, c'est que vous agitiez la main éventuellement pour dire oui, oui, oui. Alors, je vois Nathalie de Jalmalve-Rouen. Eh bien, on y va. Alors, je voulais éventuellement que Mme Ferrand-Bechmann approfondisse sa difficulté quand elle a évoqué le problème de rajeunissement et de responsable, parce que c'est quelque chose que nous rencontrons aussi dans nos associations, et savoir si elle a des pistes. Voilà, Oui, merci. d'accord. Alors, il y a un problème de rajeunissement, c'est-à-dire que quand on voit qui sont les bénévoles de SOS Amitié, ils sont extrêmement nombreux dans la tranche d'âge 50-75 ans et même au-delà. Il est évident qu'à un moment donné, alors les choses vont peut-être un tout petit peu changer dans la mesure où on n'est plus obligé d'aller dans un poste dédié. Donc de faire 40 km, moi j'ai une maison dans la Drôme, aller dans Avignon la nuit, c'est pas très très drôle. Et donc, avoir des jeunes sera aussi cet intérêt-là, c'est-à-dire qu'ils pourraient se déplacer. Il semble, ce que m'a disait le président il y a quelques jours, que pendant le Covid, pendant la crise sanitaire, sont arrivés des jeunes. Et ils sont arrivés parce qu'il y avait cet appel, la situation est difficile, donc on vient aider. D'autre part, peut-être qu'ils cherchaient des expériences. Vous savez, une des motivations au bénévolat des jeunes, c'est aussi acquérir des expériences professionnelles, entre guillemets. Donc, voilà. Et puis, il y a une nécessité probablement pour l'association à s'adapter à ces jeunes, à leur proposer des choses qui correspondent plus à leur emploi du temps en particulier, et puis à leurs compétences. Moi, j'ai l'impression, je le dis franchement, quelquefois qu'on a du mal dans nos tranches d'âge à accepter des jeunes avec des idées nouvelles et des comportements nouveaux, mais il faut le faire. Donc, c'est difficile. Alors, le problème des responsables, on a été surpris de voir que finalement, il y a beaucoup de personnes des SOS Amitié qui acceptent des responsabilités, c'est-à-dire s'occuper des plannings, s'occuper du centre, être référent, encadrer des stagiaires, faire de la double écoute, participer aux formations. Mais de là à prendre des responsabilités, puisqu'il y a des associations dans tous les lieux, et je crois qu'il y en a une centaine, en fait, il faut trouver des responsables pour chaque lieu. Voilà, et c'est un problème, et c'est un problème général de la vie associative. On manque de responsables pour certaines fonctions, et puis il y a aussi des responsables qui s'incrustent dans d'autres. Mais le problème, c'est plutôt de manquer de responsables.
On croirait reconnaître des associations existantes avec tous nos travers possibles. Merci beaucoup. Alors d'autres, n'hésitez pas à lever la main, le temps est assez précieux quand il est collectif. Prenez votre tour de parole et le temps d'Anne Ferrand-Bechmann l'est aussi. Elle est avec nous toute la soirée, je l'en remercie, mais n'hésitez pas à relancer. Vous voudriez lui en demander plus sur un sujet. N'hésitez pas à lever la main, j'essaye de surveiller les écrans. Alors, ce que je voulais dire, j'ai à la fin de cette étude, et puis j'ai dirigé un ouvrage qui a été préfacé d'ailleurs par Didier Sicard, qu'on a beaucoup vu. Et dans cet ouvrage, vous trouvez à la fois l'étude et puis un certain nombre de témoignages, à mon avis, qui sont très proches de ce que vous rencontrez dans votre vie bénévole, qui est l'écoute au cœur du bénévolat. Je vous ai envoyé un... Voilà, c'est le titre, l'écoute au cœur du bénévolat. Au cœur du métier bénévole. Pardon, au cœur du métier bénévole. Voilà, qui est plus précis. J'ai essayé de le redire à voix haute. Voilà. Est-ce que, alors, Brigitte, je crois, je vois Brigitte, Oui, et d'autres, n'hésitez pas. Je vois aussi à Dijon, on ira à Dijon. Oui, Brigitte. Oui, Madame Bechmann, pourquoi vous avez dit que l'écoute au cœur du métier bénévole, comment vous voyez le métier bénévole? Parce que j'essaie de comprendre ce que signifie le bénévolat. J'ai écrit pas mal d'ouvrages sur cette question. Et finalement, une des qualités intrinsèques de la relation bénévole, c'est souvent le temps. Le temps permet l'écoute. Et c'est difficile de vendre le métier d'écoute, si vous voulez. Mais je crois que l'écoute est quand même une des composantes de cette qualité bénévole que j'essaie de définir avec d'autres. Oui, bon, ça, je comprends tout à fait que l'écoute, c'est très important, mais c'est un métier pour vous, l'écoute? Bénévolat. Oui, non, alors je suis un peu gênée parce que je crois que dans les années 2000, j'ai sorti, je crois, le deuxième ouvrage général, j'en avais écrit d'autres sur des cas particuliers, sur le bénévolat, et l'éditeur Economica m'a beaucoup poussé à donner ce titre, mais c'était plutôt un clin d'œil, le métier de bénévole. Parce que ce qu'on voulait dire aussi, c'est que le bénévolat a été attaqué pendant beaucoup d'années. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur le bénévolat pour ma thèse d'État à Sciences Po Paris, en fait, les bénévoles étaient traités d'amateurs. Et il fallait montrer que les bénévoles, justement, peuvent être très formés, très compétents, très sérieux, très réguliers, et qu'ils n'étaient pas ces amateurs au mauvais sens du terme. Oui, je comprends mieux ce terme métier peut choquer, mais finalement, ça veut dire, ça renvoie aux qualités, aux bonnes qualités du travail. Oui, et à la formation et au sérieux de la formation. Et au sérieux de la formation. Et au sérieux du travail. Parce que imaginer un monde sans bénévoles, c'est assez triste. Et ça ne fonctionnerait pas. Merci de votre réponse. Merci beaucoup. Marie-Brigitte, je crois, à Dijon. Oui. Alors, ce que je voulais dire, c'est que nous, pendant le confinement, il y a des bénévoles, comme elles ne pouvaient plus aller dans les EHPAD, qui ont proposé de faire par téléphone. Et ce qu'elles ont trouvé difficile, c'est de le faire à partir de chez elles. Bon, vous dites que ce qui va faciliter pour SOS Amitié, c'est de le faire de chez eux, les bénévoles. Alors, et elles ont trouvé qu'elles n'avaient pas leur coin. Oui. Voilà. Alors, il se trouve que j'avais fait une petite recherche avant le Covid pour savoir qu'est-ce que les bénévoles pensaient du chat, c'est-à-dire répondre par mail à domicile. Et certaines personnes m'avaient dit ce sera impossible d'écouter à domicile, ce sera impossible, on a besoin de la distance que l'on a, la distanciation que l'on prend quand on fait 30 km ou une demi-heure de métro ou une demi-heure de voiture. Donc, on a besoin de cette distanciation. Et d'autre part, si on répond de chez soi, on a l'impression que les appels collent au mur, on a du mal. C'est vrai que ça pose cette question. D'autres personnes, une fois, on a refait ensuite des entretiens, une fois qu'elles avaient répondu de chez elles, on dit mais finalement c'est un grand confort parce qu'on n'a pas cette fatigue du déplacement la nuit, parce qu'il s'agit surtout
du problème de la nuit, on n'a pas la fatigue du déplacement de la nuit, on est dans un cadre plus familier, et c'était surtout aussi le problème de la sécurité, parce que s'en aller de chez soi en pleine nuit quand on a plus de 60 ou 70 ans, c'est pas évident. Donc, il y a des inconvénients et des avantages. Mais finalement, je crois qu'un vote a été fait en disant que pour les personnes qui le désirent, c'est possible de faire quelques écoutes chez soi, à condition de garder un lien avec l'information, les groupes de partage et les réponses. Mais c'est vrai que c'est quelquefois c'est plus facile de couper les ponts et d'aller ailleurs. Oui, ce qu'elle disait. Oui, Alors, mais ça dépend des personnes. merci beaucoup. Il y a Ségolène Chapelon peut-être qui voudrait intervenir. Il y a Monique de la Sarthe également derrière. Ça fait déjà 2. Et il y a une troisième personne qui vient de lever la main, c'est Martine Ruzier. On y va dans cet ordre-là. Ça va être peut-être encore plusieurs sujets. Ségolène Chapelon? Peut-être elle a son micro encore branché. Voilà. Oui, excusez-moi. Moi, ce qui me frappe, c'est que quand vous avez commencé, je me suis dit, bon, on ne peut pas du coup tout comparer à SOS Amitié, parce que l'écoute, quand on est présent devant la personne, je pense qu'elle est profondément différente, parce que on n'écoute pas qu'avec nos oreilles, on écoute par notre façon d'être devant la personne, un peu par les gestes, par le regard, par beaucoup de choses, voilà. Mais cependant, quand vous avez développé ce que vous avez pu observer au long de vos longues études, j'ai retrouvé plein de parallèles, hein, et ça m'a beaucoup étonnée de retrouver tous ces parallèles. Il y a notamment dans le profil, enfin, puis dans beaucoup de choses, dans le développement de notre capacité d'écoute, qui nous sert aussi dans nos relations sociales. C'est tous les jours qu'on s'en sert de cette capacité d'écoute. Et donc, je me dis que finalement, s'il y a tant de rapprochements, ça tient peut-être à la formation, etc., mais justement à nos motivations, au sens qu'on donne à notre engagement. Voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous et j'ai pensé tout de suite en rencontrant les gens des SOS Amitié, on est privé d'une partie de la connaissance qu'on a de la personne à partir de la moment où on ne la voit pas. Mais je pense que quand on écoute une personne, au bout d'un moment, on se recrée la personne à travers l'écoute. Et puis, encore une fois, je me suis aperçue, j'avais beaucoup d'entretiens que j'avais fait auprès des personnes d'Alliance, de Jalmave, etc. En fait, quand vous êtes devant une personne qui est très fatiguée, proche de la fin, en fait, c'est une partie de la personne que vous voyez. Vous ne la voyez pas en acte, vous ne la voyez pas en mouvement, etc. Donc, vous avez un peu plus de la personne que simplement par l'écoute ou par le chat ou par le mail, parce qu'il y a aussi ça à SOS Amitié, même si c'est marginal. Effectivement, votre remarque est tout à fait juste. Merci. Alors, je crois que c'était Monique de la Sarthe, c'est ça? Si je ne me suis pas trompé ou... Oui. Oui, merci. Je voulais juste aborder un point qui peut rester en suspens sur l'écoute par téléphone à domicile. Moi, j'imagine que SOS Amitié avait mis en place une plateforme qui permettait aux écoutants bénévoles sur l'horaire qui leur était imparti d'accéder à cette plateforme de leur domicile, ce qui est différent des écoutes qu'on a pu faire, d'appeler avec son numéro personnel ou d'être appelé à son numéro personnel, ce qui met en place après une trace où on peut être sollicité à différents moments. Non, alors, donc je pense que sur SOS Amitié, ils avaient une plateforme. C'est une question, je vous ai dit, au niveau technique, ils sont remarquables. Et effectivement, c'est impossible. On appelle le téléphone de SOS Amitié et on va tomber chez une personne. D'autre part, autrefois, on appelait SOS Amitié à Orléans ou dans Quimper. Maintenant, on appelle SOS Amitié France et à ce moment-là, c'est rerouté là où il y a une possibilité de répondre. Ce qui pose un problème d'ailleurs, parce que en fait, quand vous appeliez SOS Amitié Quimper,
au bout d'un moment, vous vous souveniez que le lundi, vous tombiez sur un monsieur qui avait l'air relativement sympa. Alors, vous allez essayer de rappeler le lundi suivant pour avoir la même personne. Alors qu'en principe, on ne doit pas savoir qui on appelle et à quel moment. Actuellement, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, vous appelez SOS Amitié France et vous allez tomber sur quelqu'un de Quimper ou de Strasbourg. Donc, moi, j'ai trouvé, d'ailleurs, c'était un peu dommage parce que personnellement, ayant beaucoup d'écoute de mes étudiants, je trouve que c'est intéressant de suivre les mêmes étudiants, alors que quand on a une personne, puis ensuite on va avoir une autre personne, cette personne aura plutôt l'impression qu'on la lâche, entre guillemets. Alors bon, elle rencontrera quelqu'un qui répondra de la même façon, avec la même méthode. Mais il me semble, je ne sais pas si c'était à Jalmave ou à Alliance, que j'avais rencontré des gens qui me disaient que, par exemple, ils allaient à l'hôpital de 9h à 1h ou de 2h à 3h le mercredi, et que même si la personne, ils n'allaient pas revoir la même personne. Ils allaient à certaines heures et puis on verra bien sur qui ils tomberont. Oui. Évidemment, ça respecte l'anonymat, ça respecte la distance. Voilà, c'est une question qu'on peut poser. Et moi, je voulais juste alerter sur la difficulté de donner les numéros personnels, comme il a pu se faire là pendant la période de pandémie. Oui, mais ça, c'est pas fait. Non, mais voilà, pour pallier à des absolument. absences. Et il y a aussi un danger à cette relation personnelle qui peut être, même à Jalmave, une porte ouverte à quelque chose qui va empiéter sur la vie privée. Mais SOS Amitié a été totalement confidentiel et anonyme. Et c'est pour ça que j'ai dit que ce que j'admire beaucoup, c'est leur technicité. Parce qu'ils ont pu se transformer en pôle dédié à on appelle chez soi en très très peu de temps. Peut-être Martine Ruzier, maintenant, si vous voulez bien, voilà, pour qu'on ait une dernière suggestion, question vers Dan Ferrand-Brisman avant d'enchaîner. Oui, merci de me donner la parole. Je voulais aller dans le même sens que Ségolène, et je vois dans tout ce que vous dites énormément de choses de Jalmave, c'est certain, dont l'écoute rogérienne totalement mise en place dans nos formations initiales et dans nos pratiques. Mais donc justement, ce que je voulais savoir à propos de l'intervenante, dans vos enquêtes, dans votre expérience, dans vos contacts, quelle différence, moi j'en vois quelques-unes, mais quelle différence vous avez vu, vous avez mis en exergue entre Jalmave, les pratiques de Jalmave et le SOS Amitié? Parce que ça a l'air tellement proche les uns des autres, mais quelle différence vous avez vue sur le terrain? Alors, je prends les choses autrement. Ça fait 40 ans que je travaille sur le bénévolat. Je vois un bénévolat très, très particulier et assez semblable à SOS Amitié et à Jalmave. J'ai dit un bénévolat très formé, très sélectif et travaillant sur quelque chose d'extrêmement difficile, qui est ce rapport profondément à l'humain blessé, proche de la mort, en difficulté, suicidant, etc. Donc ça, c'est ce qui est similaire. La grande différence, c'est quand même le public. C'est-à-dire que le public que vous avez, enfin le public, les bénéficiaires de votre aide que vous avez à Jalmave, ce sont des gens proches de la mort, très âgés. Je sais que maintenant, vous faites de l'écoute à domicile, mais les appelants de SOS Amitié, a priori, ça peut être un public beaucoup plus large. Ça peut simplement, effectivement, des gens qui, à 3 heures du matin, se sentent absolument seuls et vont téléphoner pour bavarder, à la limite. Et puis, à l'extrême, vous avez des personnes qui sont très peu, je ne voudrais pas dire une bêtise, mais je ne sais pas si c'est 1%, qui sont suicidants. Des gens suicidaires beaucoup plus nombreux. Donc, vous n'avez quand même pas le même public. Pensez, 700 000 appels, c'est beaucoup. Merci. Oui, qu'on peut rapprocher peut-être de large aussi, il va de très jeunes personnes à très âgées, puisqu'on est aussi bien dans les hôpitaux que dans les EHPAD. Donc oui. Le public est très, très large aussi, mais on est d'accord, les problématiques ne sont pas toujours les mêmes.
Ce que je voudrais dire, Alors, si Olivier de Margerie me le permet, j'avais dit que je pourrais faire un petit article. Là, je m'étendrai peut-être un peu plus pour réexpliquer les choses, mais effectivement, vous m'aiguillez sur quelques questions qu'il faudrait que je rajoute. Est-ce que je peux juste intervenir 2 secondes? Pour moi, oui, mais c'est vraiment limite parce que ça va manger les secondes des autres. Oui. C'est juste, pour moi, la différence fondamentale, c'est que à SOS Amitié, les appelants sont demandeurs d'écoute, alors que nous, lorsque nous entrons dans une chambre, Oui. la personne n'est pas demandeuse, on propose et elle dispose. Je suis d'accord. Très bien, merci. Alors, c'est extrêmement brimant et très frustrant de faire ce que je fais, de tourner un peu la page, mais c'est de laisser en suspens ce que Dan Ferrand-Bessman vient de nous présenter, le temps que nous rajoutions 2 regards complémentaires qui vont être ceux que Marie-Christine Prudhomme, peut-être en premier ou en second, et Brigitte Grossens, symétriquement, vont apporter pour continuer à éclairer cette question de finalement quelque part quelle motivation vers, quel sens vers notre bénévolat avec un regard un peu plus jalmable. À vous, merci beaucoup et merci de votre silence et écoute à tous les autres, c'est remarquablement tranquille. Eh bien, je vais commencer. Donc, durant cette crise que nous sommes en train de vivre, alors je vais dire globalement, parce qu'on est tous, on a peut-être des pratiques différentes selon les lieux où on intervient, les régions, les associations, mais globalement, les bénévoles d'accompagnement et les bénévoles Jalmave ont été un peu laissés sur le chemin durant cette crise, sans pouvoir offrir notre solidarité d'accompagnement et cette part d'humanité qui nous habite. Et je pense qu'en revisitant, en rebalayant là assez rapidement nos convictions, nos valeurs, nos missions, tout ce qui a pu nous interroger durant la crise, tout ce qui a pu nous nourrir aussi, sans doute, en fait un peu le temps de cette réflexion personnelle qui nous a été possible durant ces mois. Donc, le bénévole trouve le sens de son engagement dans les convictions et les valeurs de Jalmave et il s'engage à les défendre et les transmettre. D'une part, la mort fait partie de la vie, lui redonner sa place dans notre société, recréer des liens de solidarité en témoignant à la personne fragilisée par la grave maladie, la vieillesse, la fin de vie, qu'elle reste au cœur de nos préoccupations et qu'elle reste membre de notre communauté humaine. La deuxième chose, c'est que chaque personne soit considérée comme une personne à part entière, digne, vivante, jusqu'à son dernier souffle et qu'elle soit accompagnée dans cette vie qui lui reste à vivre. De cela découlent donc nos principales valeurs, le respect de la vie, la dignité, cette dignité qui nous est donnée par la vie et qui est inaliénable, et la solidarité. Le bénévolat Jalmave, il fait partie intégrante du mouvement des soins palliatifs et les associations d'accompagnement sont reconnues dans la loi de 99 relative à l'accès des soins palliatifs à tous. Cette loi, en son article 10, elle a fait une place à la définition et au rôle des bénévoles. Et c'est quelque chose qu'on a redit pendant cette période auprès des établissements pour bien mettre en évidence le statut particulier du bénévole. Les associations sont des partenaires des professionnels de santé dans l'accompagnement des personnes. Et les bénévoles d'accompagnement participent à cette relation triangulaire autour du malade, les soignants, la famille, le bénévole. 3 catégories d'acteurs différents et complémentaires. Concernant la mission de Jalmave de ne laisser personne seul face à la mort, c'est faire en sorte que chaque personne fragilisée par la grave maladie, la vieillesse, la fin de vie, quel que soit son état physique, son état psychologique, quelle que soit sa situation sociale, ses convictions ou ses croyances, quel que soit le lieu où elle se trouve, soit effectivement reconnue et accompagnée. Cette mission, elle répond aux Français, on l'a vu dans les débats sur la fin de vie, ces Français qui se disent inquiets à l'idée de souffrir, mais aussi à l'idée de se retrouver seuls face à la mort. La solitude fait partie de la principale des préoccupations des Français qui trouvent que c'est important de pouvoir être accompagnés et de ne pas être seuls au moment de la fin de vie. C'est pour cela que les bénévoles s'engagent dans Jalmave avec l'envie d'être utiles, d'agir pour les autres,
c'est important pour nous, bénévoles, c'est de donner du sens en s'engageant pour une cause qui nous tient à cœur, celle de ne laisser personne face à la fin de vie, mais aussi à la grave maladie et à toutes les situations qui peuvent laisser entrevoir une perspective de la mort. C'est vraiment pour nous un acte majeur, un acte pour être authentique dans la réalité de la vie et participer à l'évolution de la société. Donc ces convictions, ces valeurs, ces missions, elles sous-tendent la dynamique de nos activités et puis aussi de notre implication dans les différents types de bénévolat. Donc concernant le bénévolat d'accompagnement, les accompagnants bénévoles se mobilisent au quotidien, en tout cas c'est notre rôle, même si ce n'a pas été le cas ces derniers mois. La personne malade, elle a besoin d'être entendue, reconnue dans ce qu'elle vit ici et maintenant. Accompagner, c'est lui offrir une présence, une écoute, être vraiment auprès d'elle ici et maintenant, lui laisser le temps, l'espace dont elle a besoin. Et puis, pour le bénévole, c'est se laisser guider par la personne à son rythme. Et puis, les proches ont aussi besoin, quand l'autre souffre, d'être accompagnés pour leur donner l'occasion de parler de ce qu'ils vivent, de ne pas rester seuls avec leur souffrance et leur tristesse. Et enfin, les personnes en deuil, elles aussi, ont besoin d'être accompagnées et elles vous disent combien il est précieux d'être prises en considération dans ce qu'elles vivent. Donc, on voit bien l'importance de cette relation, de cette écoute, de cette présence, de cette humanité dans ces moments difficiles de la vie. Un autre bénévolat, c'est le bénévolat dans la cité, qui a aussi été amputé durant cette crise, en organisant des types d'actions qui permettent à la fois de faire connaître et de partager nos expériences, mais aussi de faire connaître cette loi Leonetti par rapport aux droits des malades et à la fin de vie. Connaissance, on voit qu'il est extrêmement important en ce moment de pouvoir en parler, car on a beaucoup de retours sur cette méconnaissance, et le bénévole est là aussi pour faire connaître la loi. Et puis aussi, ce qui me paraît important, c'est dans la cité, c'est d'y aller pour rendre possible une parole et une écoute qui va aider à se poser des questions, à dédramatiser ces sujets qui sont difficiles et parfois douloureux, et contribue ainsi à calmer l'angoisse de la société. Enfin, le bénévolat de structure a aussi été mis à mal. Il a été assez actif pendant cette période, de façon à ce que l'engagement des bénévoles associatifs, leur rôle, c'est d'organiser la vie de l'association, les différentes formes de bénévolat, c'est de garantir le bien-être des bénévoles, c'est de contribuer au sentiment d'appartenance, de contribuer à cette cohérence d'une ambiance conviviale et chaleureuse au sein de l'association. C'est aussi maintenir le lien, maintenir la qualité des liens qui motivent l'engagement et qui permettent aussi de le faire durer et de le poursuivre. Et puis, c'est aussi transmettre l'envie de nous rejoindre. Donc, on voit combien ce bénévolat, il a aussi été difficile dans ces moments, comme pour tout le monde, comme pour tous les bénévoles où les liens ont été distendus. Et puis, par rapport à ce bénévolat de structure, pour le bénévole qui s'engage à Jalmave, on voit que de faire partie d'un groupe organisé, c'est important et c'est aussi ce qui motive l'engagement du bénévole. Beaucoup nous disent « je ne suis pas seul », avec le soutien de l'association, du cadre associatif, du groupe de parole, du sentiment d'appartenance. Donc on voit vraiment que c'est un peu comme une famille où on trouve beaucoup de choses qui sont là pour nous soutenir. Et pour conclure, je dirais que concernant Jalmave, c'est un espace de respiration dans une société qui occulte la perspective de la mort, alors qu'on voit qu'elle est obsédée par la souffrance qui la précède, par l'acharnement thérapeutique et par la solitude. Et c'est un espace de respiration aussi dans cette société qui occulte le deuil. Le deuil se fait discret. Encore un petit mot quant aux bénévoles qui se lancent dans cette aventure créatrice d'humanité avec des valeurs partagées telles que l'écoute, la présence, l'humilité, le respect de soi, le respect de l'autre, la bienveillance, le non-jugement, comme le disait
d'Anne Ferrand, le bénévole trouve aussi plaisir et bienfait. D'une part, dans sa rencontre avec la personne accompagnée, il reçoit en retour un enrichissement personnel, des leçons de vie, de l'humanité, de l'enthousiasme, de la joie, de l'écoute et du respect de soi. Et puis, l'engagement, il ouvre à quelque chose qui nous tient à cœur. Il nous permet de découvrir ce dont je suis capable, de développer une confiance. Il apporte un épanouissement, un éveil certain, et puis l'acquisition de nouvelles compétences, de savoir-faire, de savoir-être. Et c'est un petit peu en cela où on peut rejoindre le terme de métier évoqué par d'Anne Ferrand. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est des choses que vous connaissez, mais je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui nous habite, tout ce qui donne du sens à notre bénévolat et à notre engagement a été largement interrogé, nourri. Et je vais passer la parole à Brigitte pour voir en quoi la crise sanitaire est venue bouleverser le sens de l'engagement et de la motivation. Merci beaucoup, Marie-Christine. Moi, je vais être beaucoup plus dans le plus pratique. Mais mon propos, je le divise en 3 parties. D'abord, le bénévole face à lui-même. Qu'est-ce que la crise sanitaire a bouleversé dans son engagement? Après, par rapport aux conditions pratiques, et puis les questionnements qui peuvent émerger. Alors, en premier, le bénévole face à lui-même. Donc, il y a eu cette brutalité de l'arrêt des accompagnements il y a 1 an. Tout d'un coup, du jour au lendemain, tous ces accompagnements, les bénévoles ont dû arrêter leurs accompagnements et ils se sont retrouvés face au questionnement par rapport à leur motivation d'être bénévoles. Dans notre association à Strasbourg, plusieurs bénévoles se sont rendus compte, surtout pendant le premier confinement, que peut-être ce bénévolat, être mis de côté comme ça leur a permis d'approfondir plutôt d'autres choses et que peut-être leur motivation à rester bénévole à Jalmalte a été mise en sourdine et peut-être ils ne s'engageront plus de la même manière par après. Et ils se sont aussi rendus compte que les priorités sont devenues différentes, que peut-être ils peuvent s'engager dans d'autres associations ou peut-être ils veulent privilégier des choses plus importantes de leur vie personnelle. Et cela donc risque de faire une baisse de bénévoles dans nos associations. Nous, à Strasbourg, on s'est rendu compte qu'il y a au moins 7 ou 8 personnes qui arrêteront leur bénévolat. Et je pense que dans vos associations, vous vous êtes rendu compte aussi de cette perspective. Après, il y a aussi la peur de la contamination. Donc, les bénévoles aussi, beaucoup de bénévoles n'ont pas repris parce qu'il y avait cette peur de la contamination pour eux-mêmes, peur de contaminer leurs proches et peur aussi de contaminer aussi les personnes qu'ils accompagnent. Donc, voilà. Et ils se sont aussi rendus compte de l'importance d'appartenir à un groupe. Marie-Christine en a parlé, d'Anne Ferrand aussi. Et ce manque de relations entre eux, ce manque de relations aussi avec l'association a été aussi un risque qui a bouleversé aussi tout ce sens de l'engagement. Après, par rapport aux conditions pratiques, c'est l'obligation du port du masque et de respecter les... Il y a beaucoup de questionnements. Comment cet accompagnement peut être maintenant possible avec le respect des gestes de barrière, le port du masque. Ça met beaucoup de distance avec la personne accompagnée. Dans certains endroits, si les bénévoles ont pu recommencer, il a été demandé qu'ils soient testés. Est-ce que le bénévole va accepter d'être testé plusieurs fois? Il y a aussi l'obligation d'être vacciné ou non. Est-ce que le bénévole va
accepter d'être vacciné? Est-ce que c'est une demande de l'institution? Ça, c'est toutes des questions qui se posent actuellement. Et comment le bénévole va s'adapter à ces nouvelles conditions? Et aussi, toutes les nouvelles techniques de communication, ça aussi, pour les bénévoles, ça peut être un frein. Chez nous, à Strasbourg, nous avons continué les groupes de parole en distanciel. Certains bénévoles m'ont accepté, d'autres pas, parce que de faire des groupes de parole de chez soi, ce n'est pas évident, parce qu'il faut avoir son endroit à soi. Il y a tout ce qui peut être entendu aussi par ses proches, et ça peut être un problème. Et en troisième, les questionnements qui émergent. Alors, il y a aussi eu beaucoup de questionnements par la place du bénévole et la place des familles. Dans les institutions, est-ce que le bénévole s'est posé des questions? Est-ce que si la famille n'a déjà pas le droit d'être présent, est-ce que le bénévole peut être présent? Pour moi, je trouve que le premier accompagnant, c'est la famille. Donc, le bénévole doit laisser en premier la place à la famille. Comment aussi la place du bénévole par rapport aux équipes soignantes? Les équipes soignantes se sont peut-être rendues compte de l'importance des bénévoles, mais certaines équipes soignantes ont du mal à savoir quel est le rôle du bénévole. Et il y a souvent un grand turnover aussi des soignants, et donc le bénévole ne sait pas toujours très bien se positionner par rapport aux équipes soignantes, et ça c'est aussi une difficulté aussi avec la crise sanitaire. Des soignants qui sont surbookés, et puis d'accueillir nouveau les bénévoles dans les services, ce n'est pas du tout facile. Et comment remettre donc en route aussi tout le sens de notre engagement, nos valeurs qui ont été quand même très mises à mal, je trouve, pendant cette crise sanitaire. Quand on repense aussi il y a 1 an à toutes ces personnes en fin de vie qui n'ont pas pu être accompagnées, et ça c'est quand même un de nos premiers moteurs au niveau de notre mouvement Jalmal, c'est l'accompagnement des personnes en fin de vie. Et donc je trouve que cet engagement a été très mis à mal pendant toute cette crise sanitaire. Et aussi, dans certains endroits, c'est aussi l'accompagnement des personnes qui se retrouvent souvent aussi toutes seules et sans proches. Et ça aussi, il y a des endroits où cet aspect a été vraiment pas du tout pris en compte, et donc les bénévoles n'ont pas du tout pu accompagner toutes ces personnes qui souffraient de solitude. Voilà en quelques mots ce que je voulais partager avec vous. Et donc, la discussion est ouverte. Et puis aussi, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un peu vos expériences dans chaque association par rapport à cette crise sanitaire qui a quand même bouleversé beaucoup de choses dans nos associations. Et je pense que nous aurons du mal à peut-être remettre tout en place. Ça sera de toute façon pas comme avant, ça c'est sûr. Et peut-être ça posera des questions un peu plus importantes, et ça nous permettra de réfléchir peut-être encore d'une autre manière comment on se situe par rapport à tout ce bénévolat d'accompagnement. Voilà. Merci beaucoup Brigitte, et merci beaucoup Marie-Christine. Alors, on vient d'avoir un deuxième étage dans les choses que nous empilons. La parole peut effectivement bien partir aux quelques 47 personnes qui sont là, tourner sous forme peut-être de questions vers Brigitte, vers Marie-Christine ou vers Dan Ferrand, ou sous forme d'un témoignage de ce un des points qui a été abordé, vous le retrouvez parfaitement bien dans votre association, etc. On a une grande demi-heure pour parler à 40, c'est un beau luxe, on y va, on peut partir à la limite de la première remarque que vous voudriez faire. Elle peut s'adresser aux intervenants, mais elle peut s'adresser à la salle que nous sommes, même si c'est virtuel.
on y va sans mettre a priori une clé d'entrée dans le sujet particulier. Si ça part dans le désordre, on en a bien sûr une ou deux à proposer pour remettre de l'ordre dans la discussion et l'approfondissement. À vous, la priorité est plutôt à tous les auditeurs qui étaient là. Il y a Mireille qui lève la main. Enfin, c'est pas très Mireille, bien, merci beaucoup. Voilà. Et merci de l'avoir vu pour nous tous. Donc, Dominique, Sema, Jalmal 05. D'abord, je voulais remercier Marie-Christine et Brigitte de cet état des lieux. Et je venais, moi, venir conforter le sentiment que Jalmal 05 on a eu, à savoir le dédain, le mot volontairement, des équipes et des structures quant à notre rôle fondamental de bénévole dans les équipes, dans les soins, que ce soit dans les services de soins palliatifs ou dans les EHPAD, et ce qui a révélé la carence de considération de notre professionnalisme. Et là, c'est là que je rejoindrai effectivement Dan Ferrand qui reconnaît en nous, les bénévoles, notre professionnalisme. Et tant qu'on ne sera pas reconnu comme tel dans les équipes, effectivement, on sera la 5e roue. Or, la crise a révélé que non seulement on n'était pas la 5e, mais on était une 4e doublon. C'est-à-dire que quand effectivement Brigitte fait état de la désolation qu'on a tous pu constater, des personnes qui sont parties toutes seules, entourées par des blouses blanches, des masques et des lunettes, alors que notre rôle aurait été d'être en priorité auprès de ces gens-là, c'est presque du scandale à mes yeux, et qu'on doit vraiment revaloriser notre rôle de professionnel auprès de toutes les institutions nationales. Et c'est vrai que les débats dans lesquels on va rentrer, dans lesquels déjà la Fédération a donné quelques réponses, doivent aller dans ce sens et même appuyer un peu plus. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est que la crise aujourd'hui a permis de révéler notre importance fondamentale, et j'allais dire que presque le bénévole est ontologiquement lié à la création des soins palliatifs. Et se faire jeter comme ça, mais c'est... Voilà, moi j'ai vraiment eu beaucoup de mal à accepter ça, et j'étais presque en colère de ne pas pouvoir le dire de manière plus forte, et j'étais presque même en colère de voir que nos institutions, et nous-mêmes en tant que fédération, n'étions pas aussi ou assez virulents, ou du moins, marquer le coup en disant mais écoutez, vos masques, on s'en fiche, nous ce qui nous importe, et on le sait, l'histoire nous l'a montré, qu'il y a une détresse humaine énorme auquel on n'a pas pu répondre. Et voilà, donc aujourd'hui, je crois que cette crise souligne ça, et a souligné au contraire l'importance dans laquelle le bénévole doit s'engager. Et effectivement, peut-être que pour les formations, créer un module supplémentaire pour insister sur notre professionnalisme qui découle effectivement, par exemple, effectivement, on a fait allusion tout à l'heure à la formation à l'écoute de Rogers, qui est fondamentale. Bon, voilà, tout ça, si vous voulez, aujourd'hui, moi, je trouve que c'est venu, au contraire, renforcer notre future action, de prouver que nous sommes fondamentalement inscrits et moteurs de l'humanité. Et c'est vrai qu'on est quelque part les derniers garants, pour moi, d'une société qui va garder son nom si elle garde ses bénévoles. Et voilà, donc l'importance de nos formations. Et voilà, et pour aussi dire un petit mot, je rejoins tout à fait l'analyse d'Anne Ferrand qui nous rappelait que, ben oui, on était des bénévoles un peu similaires, en regrettant, pour terminer, que la jante masculine soit moins représentée que la jante féminine. Et alors, je leur tire mon chapeau, voilà.
je suis un garçon. Pour pousser l'idée, pour pousser cette intervention, est-ce que ça aurait comme conséquence que ça a pu décourager des bénévoles ou que ça a pu démoraliser des associations de constater qu'on était la cinquième roue du carrosse ou qu'on n'avait pas pu crier assez fort cette colère? Est-ce que ça a pu avoir un effet négatif de démotivation, de réduction de la conviction collective d'une association ou de bénévoles? C'est un défi par rapport à ce qui vient d'être dit. Je le pose en question, je n'en sais rien. Je ne sais pas si ça va provoquer quelque chose dans ce fil-là. Il y avait d'autres personnes qui voulaient parler. On va voir si ça se rajoute, si ça vient en complément. Je vois Céline de Saint-Nazaire parce que je la vois sur l'écran. Tant mieux pour elle. Et après, il y a d'autres personnes. Il y a Frédéric, oui. Merci. Céline, on y va. Oui, moi je voulais juste très brièvement, de toute façon je voulais le signaler effectivement avant l'intervention de monsieur précédemment, mais alors moi je suis toute nouvelle et donc je démarre tout juste la formation et justement je voulais souligner que c'est justement cette crise qui est le fait de constater ces personnes qui pouvaient partir seules qui m'a décidé. Ça faisait quelques années que je réfléchissais à comment je pourrais agir dans ce domaine-là. Et c'est ce qui m'a incité justement, c'est cette crise qui m'a incité à franchir le pas et à dire allez, j'y vais. Voilà. Merci beaucoup. C'est sûrement, voilà, on est bien dans un des nœuds entre la motivation et une situation de crise. Frédéric, c'est Frédéric Jacquet, c'est ça? Oui, oui. Frédéric Dalcy. Effectivement, pour aller dans le même sens, bon, moi je me sens un petit peu à part parce que j'ai la chance, je le redis encore, de continuer à intervenir en clinique, en soins palliatifs et oncologie. Mais ce que je pouvais peut-être juste partager avec vous, comme vient de le dire Céline, c'est qu'effectivement, par rapport à des nouveaux bénévoles comme elle, et peut-être il y en a beaucoup qui pourraient avoir ce positionnement, et puis par rapport à la démotivation des anciens, c'est vraiment grave et triste. Hein. L'exposé de Brigitte était parlant, et je pense toutes les associations doivent le sentir. Je voulais vous demander, est-ce qu'au niveau de la fédération, vous avez une lisibilité au niveau national, comment dans chaque département ou région, les choses avancent vis-à-vis justement des institutions publiques, milieu hospitalier, EHPAD, qui notamment ont donc arrêter d'un jour à l'autre la possibilité pour les bénévoles d'intervenir. Je sais qu'à Annecy, les responsables œuvrent vraiment, vraiment avec conviction pour que petit à petit, dans certains services, suivant les médecins, suivant beaucoup de choses, les bénévoles qui sont, qui n'ont pas peur de la contamination et qui restent motivés, hein, puisque effectivement, Brigitte l'a bien dit, il peut y avoir cette peur de la contamination, donc ça, elle ne se discute pas. Mais pour les personnes qui seraient partantes, est-ce qu'on a une lisibilité au niveau des différentes régions? Est-ce que les choses avancent quand même petit à petit depuis un an? Et pour terminer, en tout cas, je peux humblement témoigner que les besoins sont grands. J'ai eu cette chance de pouvoir continuer à intervenir auprès justement de personnes qui n'avaient plus du tout de visite de proches, ni de la famille, ni de leurs amis. Et là, les besoins sont, voilà, la seule personne autre que les soignants ils puissent voir était la bénévole en l'occurrence. Voilà. Est-ce que vous avez une lisibilité au niveau national, comment les choses évoluent vis-à-vis des institutions publiques? On verra la réponse. Et je privilégie encore d'autres interventions, d'autres points de vue. Il y avait Claude Chadorge qui avait demandé il y avait Yvonne aussi. Parole. Et puis, il y a Yolande Pasteur, je vois une main. N'hésitez pas à lever les mains, vous voyez, ce n'est pas évident. Et puis, on va voir. Et il y avait Yvonne aussi. Yvonne, oui. D'accord. Dans l'ordre, peut-être Claude Chadorge. Oui, bonsoir à tous et merci pour vos interventions. Par rapport aux soignants, il ne faut pas oublier que les soignants ont été en souffrance avant nous, en même temps que nous. Ils ont vécu des choses très difficiles
et encore maintenant, et que notre mission aussi à nous, c'est de les soutenir. Donc voilà, c'est important aussi qu'ils se sentent soutenus. Alors à Orléans, nous n'avons pas du tout, moi je l'entends à travers les groupes de parole, ce retour, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu un lien avec les soignants par mail, par téléphone. Voilà, les personnes référentes étaient toujours en lien, si bien qu'il y a eu bien sûr les confinements, les arrêts d'accompagnement. Et au 3e confinement, là, il a été ressenti comme un appel des soignants qui ont enfin compris que les bénévoles avaient leur place à l'hôpital, en EHPAD, etc. Et moi, je vois le 3e confinement comme, voilà, comme un changement vis-à-vis du regard que l'on porte, qu'il portait avant sur le bénévole. Alors voilà, c'est ce que j'entends en groupe de parole, c'est ce que je vis également en oncologie et en soins palliatifs. Donc je voulais soulever cet aspect-là, c'est que le soignant a besoin aussi que nous allions vers lui comme une personne à accompagner en fait. Hein. Donc voilà, c'est mon sentiment. La deuxième chose que je voulais aborder, mais vraiment juste le nommer, c'est la difficulté que nous avons à former des personnes parce qu'il y a peut-être des bénévoles qui vont partir, mais il faut aussi, nous, que nous pensions à garder l'énergie pour pouvoir les former, les amener jusqu'au bout. Et voilà, je voulais soulever ce problème-là, c'est que, enfin, ce n'est pas forcément un problème, mais c'est aussi une façon à nous de porter notre regard autrement et de tout faire pour les former, que ce soit la sensibilisation ou la formation initiale. Hein. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi garder en soi qu'on doit, voilà, on est, je pense, on est engagé, enfin moi personnellement, je suis beaucoup engagée, mais vous aussi. Et mon engagement me dit qu'il faut aller de l'avant et essayer d'emmener tout le monde. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je vais faire, avant de passer la parole à peut-être Yolande Pasteur, un lien entre ces deux interventions en disant que ce qui vient d'être dit sur la présence auprès des soignants et presque l'accompagnement des soignants dans cette période est une réponse positive à la question de avons-nous une visibilité sur comment les choses reprennent. Il y a sûrement un lien, il y a, on va dire, un certain nombre d'associations dans lesquelles les accompagnements ont repris, les établissements se sont relativement vite réouverts et les bénévoles ont été rapidement remis dans le jeu. C'était souvent des lieux où les associations avaient cultivé le lien avec les soignants dans cette période où il aurait pu ne pas être cultivé parce que, voilà, on était coupé. Il y a sûrement un lien là direct. Ça ne répond pas complètement à la question, mais c'est sûrement un défi. Il y a, voilà. Pour privilégier le temps pour tout le monde, Yolande Pasteur peut-être, il y a d'autres personnes, levez la main que je vous identifie pour faciliter la distribution. Yolande Pasteur, je crois. Si son micro marche. Sinon, il y a Ségolène qui lève la main pendant ce temps-là. Yolande Pasteur, ça passe pas le son? Pour l'instant, on n'entend pas Yolande Pasteur. Ça, c'est frustrant au moment où on avait peut-être la possibilité d'intervenir. Je passe la parole à ce moment-là à Ségolène Chaplon, voisine d'image sur la galerie. Rapidement, voilà. Oui, je ne peux pas être trop longue, mais je voulais dire que moi, j'observe deux mouvements un peu opposés dans nos vieux, entre guillemets, nos anciens bénévoles. Il y a beaucoup de départs, effectivement, il y a beaucoup de défections, et outre les raisons qu'a évoquées Brigitte, il y a, comme je crois dans la société un peu de façon générale, une espèce de repli sur la famille, sur le chez-soi, sur la famille. Et j'ai jamais autant entendu actuellement que la famille d'abord. C'est-à-dire même nos bénévoles qui restent actifs, ils disent oui, mais la famille d'abord, plus qu'avant. Mais alors, il y a un autre mouvement qui est intéressant, qui rejoint ce que nous disait Céline. Bon, c'est pas par dizaines, hein, mais on a plus qu'avant des personnes qui spontanément téléphonent pour s'enseigner sur le bénévolat, et en plus des plus jeunes. Voilà, donc pour l'instant, c'est vraiment le creux. Franchement, pour l'instant, c'est vraiment le creux en nombre de bénévoles. Mais c'est vrai que dès qu'on pourra reprendre les formations,
il y a une perspective assez intéressante avec ces personnes qui sont venues spontanément et ces jeunes en particulier. Oui, à Strasbourg, on l'a vu, hein, et c'est énormément de jeunes, après à voir comment ils vont s'intégrer dans nos associations et comment nous aussi, on va les accueillir. Hein. Ça, c'est aussi tout un travail. Ouais. Oui, c'est tout un problème aussi, un travail. À ce sujet, est-ce qu'on pourrait questionner, entre guillemets, ces jeunes ou ces personnes qui viennent un petit peu en réaction, qui sautent le pas plus rapidement, ou qui viennent… Est-ce que vous avez le sentiment que c'est parce qu'ils ont d'abord été mus par face à cette situation absolument insupportable, il faut que je réagisse, et c'est le moment pour moi de sauter le pas, il faut que je fasse quelque chose, ou est-ce que ils sont plutôt mus par il y a quand même une association qui fait un truc assez étonnant et qui correspond à un vrai besoin, et j'ai au fond envie de rejoindre une association comme celle-là, ce qui n'est pas la même motivation que j'ai envie de réagir vis-à-vis des personnes qui sont dans la solitude et l'isolement, c'est plutôt j'ai envie de rejoindre un mouvement de gens qui font quelque chose qui a du sens dans cette situation. C'est l'association ou la personne. Est-ce que vous voyez une différence? Je lance la question à la volée parce que c'est peut-être pas la même motivation. Voilà. Et on a entendu dans ce que disait Dan Ferrand et ce que disaient aussi Marie-Christine et Brigitte, une des motivations, c'est pas la seule, c'est quelque part une association où il y a des gens intéressants à rencontrer, avec lesquels progresser, avec lesquels cheminer, et qui est une association qui offre quelque chose, indépendamment de ce qu'elle fait pour les… Voilà. J'ai lancé ça, on voit si ça fait écho à certaines de vos observations. Je vois que Dan Ferrand prend volontiers la parole là-dessus. Eh bien, Dan Ferrand, si ça vous va, et puis peut-être d'autres personnes après, levez la main pour qu'on essaye de vous mettre dans l'ordre. Oui. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a une motivation des jeunes qu'il ne faut pas se cacher, c'est qu'ils cherchent des expériences. Mais par ailleurs, il y a un très fort engagement des jeunes. Je crois qu'on ne le regarde pas assez, on ne le soutient pas assez, et il faut leur donner ces occasions-là. Et puis, il faut accepter les différences. Moi, quand je dis à une association, vous pourriez prendre un jeune comme responsable, on me dit, ouais, et ça fait 40 ans que j'entends ça. Et en fait, il faut prendre le risque d'englober les jeunes. Il y a une autre chose aussi que je remarque, il suffit de regarder l'écran, c'est pourquoi il y a si peu d'hommes. Pourquoi il y a tellement de femmes à SOS? Pourquoi il y a tellement de femmes à Jalma? Où sont les hommes? Alors, est-ce qu'ils sont, comme le montrent les chiffres, j'espère que ce n'est pas vrai, dans le sport principalement? Non, là, il y a un problème. Alors, est-ce que les hommes… J'aimerais bien réfléchir à ça, parce que est-ce que les hommes ont peur d'aller du côté du care, de la bienveillance, ça? Est-ce que les femmes font un blocage? Après tout, les femmes ne veulent pas prendre de responsabilité, elles font un blocage de ce côté-là, enfin au niveau général. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a une réserve quand même très importante. Je sais que les hommes, j'ai entraîné, entre guillemets, des amis ou des collègues vers des fonctions bénévoles, je peux vous dire qu'ils ont été heureux. Même quand il s'agissait de bénévolat difficile. Donc là, il y a un travail à faire. Puis je vais dire ça, puis après je ne reprendrai plus la parole. Je suis vraiment très, très en colère contre, comme je ne sais plus le nom de la personne, Claude, je crois. Je trouve qu'il y a un mépris des bénévoles, il y a un mépris de SOS Amitié, il y a un mépris de Jalmar qui est énorme. Du côté des médecins, c'est pour ça que j'ai indiqué mon bouquin tout à l'heure, les bénévoles face au cancer. Franchement, alors vous rencontrez peut-être des gens qui sont sympas, mais globalement, si vous interrogez des gens au hasard, il y a une incompréhension. C'est peut-être de la jalousie, je ne sais pas, mais il faut se mettre en colère contre ce dédain. Il y a une tribune qui a été publiée par un groupe d'associations de bénévoles très tôt l'année dernière, au mois de mai, une tribune qui est passée dans La Croix aujourd'hui, version numérique, qui parlait de ça et qui disait précisément que le dédain ou l'absence de reconnaissance des bénévoles au moment où on commençait à voir était particulièrement choquante. Mais bon, ce n'est pas une tribune qui a fait malheureusement beaucoup de bruit, on va dire. C'est dommage. Quelqu'un d'autre peut-être voudrait intervenir, questionner quelque chose dont on parle, qu'elle n'est pas du tout d'accord aussi, c'est possible, et alors elle a une priorité. J'ai vu la main de Sabine Passage, merci d'avoir levé la main, et les autres levez la main aussi, parce que c'est la chance de trouver votre tour. La pendule passe comme toujours. Sabine. Oui, nous, on a eu la chance de recruter des jeunes
On a 5 hommes, on est 37, on a quand même 5 hommes auxquels on tient beaucoup. Mais le problème avec les jeunes, alors les jeunes sont venus, mais ils travaillent. Donc, ça demande de remettre en place des formations avec des horaires différents, avec une disponibilité qui est peut-être s'adapter, je dirais, à leur disponibilité. On a par exemple quelqu'un qui est navigant. Tous les mois, on s'ajustait à quand il conduisait l'avion ou pas. Voilà, ça c'est un exemple concret. Je ne sais pas si on en aura encore. Et pour en revenir à ce qui était évoqué tout à l'heure, ce qui est difficile, alors je ne sais pas du tout, moi, dans l'équipe de 37, il y a 5 administratifs, le reste, c'est des bénévoles sur le terrain. Je pense qu'il y en a qui vont lâcher, mais je ne sais pas. Officiellement, pour le moment, ils n'ont rien dit. Et ce qui pose problème pour le recrutement, c'est que comme on ne sait pas ce qui nous attend, on ne peut pas mettre de sensibilisation et de formation initiale en route, et on est resté, nous, bloqués par des bénévoles qui ont fait un premier week-end de formation initiale, qui avaient des stages hospitaliers à faire. L'hôpital n'était plus accessible, donc je ne sais pas trop comment on va reprendre tout ça. S'ils ne peuvent pas aller concrètement sur le terrain pour faire leur visite en binôme, la formation n'est pas complète. Donc là, pour le moment, on est bloqué. Je ne sais pas comment font les autres. Alors, s'il y en a, si, apparemment, il y en a qui accompagnent. Donc ça, c'est peut-être possible pour eux. Nous, les équipes auraient aimé, mais la direction de l'hôpital a mis son veto. Donc, on n'a pas, sur quelques cas en particulier, on a eu des demandes, on est allé, mais c'est 3 ou 4, hein, c'est pas plus. Les seules choses qu'on a pu continuer étaient les accompagnements à domicile, par téléphone et en présentiel pour certains, ça a été accepté à travers un réseau de soins palliatifs, et les accompagnements deuil, puisqu'on a un espace deuil à vivre. Donc ça, on a fait des permanences téléphoniques et maintenant on reprend des rendez-vous en individuel. Voilà, globalement. Merci Sabine. Alors, je repose sous la forme peut-être d'une question. De quelle façon avez-vous vu, voyez-vous effectivement que quelque part le sens de notre présence, le sens de notre accompagnement puisse être en fait mis à mal, puisse être réduit, puisse être perturbé en fait, et quoi faire? Et quoi faire dans ce cas-là? Parce que c'est bien la double question. Je veux dire, je pense qu'on est dedans, mais quoi faire que vous ayez vu qui permet peut-être, dans ces circonstances de fonctionnement dégradé de nos activités et de nos associations, d'éviter qu'il y ait trop de perte de sens et trop de découragement peut-être. Il y a Jalma Dijon là, c'est Marie. Merci d'avoir vu pour tout le monde. Jalma Dijon. Marie-Brigitte, c'est voilà, ça? Voilà, Marie-Brigitte. Il faut mettre ton micro, le micro. Désolée, je l'avais enlevé pour ne pas faire de bruit. Bon. Nous, on a pu, bon, évidemment, dans les structures hospitalières, il n'y a plus d'accompagnement. Dans les EHPAD, ils sont venus nous chercher. Le problème qu'on a eu, c'est les bénévoles qui n'ont pas voulu se faire tester avant d'aller dans les structures et les bénévoles qui refusent de se faire vacciner. Alors moi, dans l'EHPAD où je vais, on nous considère comme faisant partie du personnel, on a été vaccinés avec le personnel. Donc, bon, on a pu raccompagner depuis quand ils sont venus nous rechercher en septembre, en se faisant tester toutes les semaines. Donc ça a bloqué certains bénévoles. Et on accompagnait dans un petit coin de salon, on nous amenait des personnes qui étaient isolées ou qui avaient besoin de parler. Voilà. Et depuis que tout le monde est vacciné, personnel et résident, on peut retourner dans les chambres depuis 15 jours. Là, ça a été la fête pour tout le monde, et pour nous, et pour les résidents. Mais les bénévoles, il y en a qui ne veulent absolument pas entendre parler de se faire vacciner, ça ne fait pas partie de leur culture, ça ne fait pas partie de je ne sais pas quoi, ils ne se sont pas fait tester. Donc, ces bénévoles-là, je ne sais pas ce qu'ils vont devenir, quoi. Voilà, c'est la limite qu'on a vue là.
Alors, il y en a une qui a dit « Ah, bah, comme je vois que tu peux retourner dans les chambres, peut-être que je vais me faire vacciner parce que bon, ça permettra d'y retourner. » Mais ça, c'est une limite qu'on voit là. Par contre, pour ce qui est de la formation, on l'a arrêté, reprogrammé, re-arrêté, reprogrammé, re-machin. Là, je ne sais pas où on en est. Mais les bénévoles, les futurs bénévoles, ils sont toujours là. Ils sont toujours là, on a gardé contact avec eux, ils sont toujours accrochés, ils veulent toujours aller au bout. Donc, on espère qu'on va les tenir jusqu'à je ne sais pas quand, parce qu'on ne sait pas quand on va la finir. Ah ouais, le problème, c'est le manque de délai, c'est sûr. Voilà. Pour nous. Après, voilà, non, c'est tout. Il y a Mireille. Je voulais juste dire que c'est très important de garder le contact avec les futurs bénévoles. Nous, on a essayé de mettre des Zooms, prendre des sujets de discussion pour vraiment les accrocher et prendre des nouvelles et être présent toujours dans leur univers, quoi. Voilà. Apparemment, ça a l'air de marcher. On a les mêmes problèmes aussi d'accompagnement pour voir comment ça se passe. Voilà. Marie-Christine. Oui, moi je vais bien. Comment faire pour effectivement aller plus loin? Alors, valoriser tout ce qui a été dit, revaloriser, donner de l'importance à ce bénévolat. Mais je pense vraiment qu'il faut qu'on arrive à faire reconnaître. Alors, je ne sais pas comment, ce que dit la loi d'ailleurs de 99, c'est que les associations d'accompagnement, elles font partie, elles sont partenaires des professionnels de santé. Et en fait, comment faire reconnaître, alors qu'on fait partie du personnel, en tout cas qu'on est des partenaires. Moi je me suis un peu battue là-dessus vis-à-vis des établissements, mais pour certains, effectivement, c'est pas entendable. À partir du moment où ils ont fermé les établissements aux visites, ils estiment que les bénévoles n'ont pas accès. C'est surtout dans les centres hospitaliers. Et on a vu que la dernière réunion avec les coordinateurs et les coordinatrices, c'est vraiment très variable d'une région, d'un établissement à l'autre. Et on n'a pas une vision vraiment très, très lisible de comment ça se passe dans chacune des régions, mais c'est très, très variable. Ce que je voulais ajouter aussi par rapport à cette colère, ce mépris, moi je l'ai un peu vécu effectivement dans cette démarche vis-à-vis des établissements, surtout centres hospitaliers, puisque c'est là où on a la majorité des bénévoles et qui ne peuvent pas reprendre. C'est que ce que j'ai pu entendre, c'est qu'on est dans une période où on a beaucoup été guidé par la peur et la sécurité. Et je crois qu'il faut quand même entendre aussi que les soignants, puisqu'on parlait tout à l'heure des soignants, bon, ils ont été aussi mis à mal, la peur de contaminer, la peur d'être contaminés, des rôles qui ont été modifiés, des rôles qui n'étaient pas les leurs, qui leur été imposés, des rôles qui étaient les leurs, qui ont été supprimés, comme la toilette portuaire. Donc, je crois que les choses, elles ont été bouleversantes pour tous ces acteurs qui sont autour du malade, la famille, les soignants et le bénévole. Et ça, c'est un sujet de réflexion aussi qu'on peut avoir. D'ailleurs, vous trouverez dans la revue de ce qui vient de sortir, je crois, un article qui a été fait par des bénévoles jalma par rapport à leur vécu et au vécu des soignants. C'est sûr qu'on est dans une phase où il faut prendre un petit peu en considération toutes ces parties autour du soignant. Et je sais que nous, on a des bénévoles qui ont été malmenés dans un établissement et pas accueillis, jamais au même endroit, etc. Et à un moment donné, il y a un bénévole qui a échangé avec les soignants et les soignants l'ont regardé en disant « Mais nous aussi, on ne sait plus où on en est ». Donc, je crois qu'on est tous mis à mal dans cette situation. Et vraiment que l'idée, c'est de se dire comment les établissements peuvent nous associer aux soignants, voilà. Alors, et non pas aux familles. Bon, mais c'est vrai, c'est un sujet, moi, qui me questionne énormément. Et j'ai aussi entendu des bénévoles, effectivement, qui ne voulaient pas prendre la place des familles. Donc ça aussi, c'est un questionnement à prendre en considération.
dans les propos qu'on vient d'avoir, il y a quelque chose qui est assez fort parce que il me semble que ce qu'on dit, c'est que quelque part, ce questionnement du sens des bénévoles, que les bénévoles peuvent trouver dans leur engagement comme accompagnants, bien sûr, c'est une question, mais elle ne peut pas être séparée du fait que l'association est aussi questionnée sur son sens et sur son rôle, et notamment dans la relation avec les soignants, lesquels sont aussi questionnés. C'est-à-dire que quelque part, le sens, il est un peu ébranlé, mais au niveau de tout le monde, et pas seulement au niveau de nos bénévoles, pour lesquels c'est évident, on le voit, qu'ils soient anciens et que quelque part ça puisse être démotivé ou nouveau et qu'ils ne sont pas encore. Mais c'est quelque part un peu tous les acteurs de ce qui est en fait cet accompagnement qui sont perturbés et pour lequel ça bouscule et ça remet en cause. Il y avait d'autres interventions, je crois, chez Jean-Claude de Rhône. Oui, enfin voilà. Jean-Claude? Oui, je voulais juste réagir par rapport à ce qu'il est dit sur comment asseoir la position du bénévole au sein de l'équipe soignante. Et je me disais qu'il serait peut-être possible de s'appuyer sur les RU. Sur les quoi? Les représentants, oui. Les usagers. Oui. Parce que moi-même, je suis élu. C'est-à-dire un peu plus, oui, pour en dire un peu plus là-dessus, c'est une idée nouvelle. Je dirais que nous, en tant qu'érus, on a pareil une difficulté à s'intégrer dans l'équipe soignante, c'est clair. Et face au Covid, on a eu des difficultés. On a par contre un énorme avantage, c'est que légalement, les hôpitaux ne peuvent pas nous squeezer. Ils sont obligés de fonctionner avec nous. Et dans le nouveau référentiel qu'a sorti la HAS pour les années à venir, le rôle du représentant des usagers est accru. Il est beaucoup plus impliqué. Et je dirais que peut-être peut-on s'appuyer sur les RU, alors pas uniquement les RU Jeanne Malve. Je pense que tous les RU ont à peu près partagent les mêmes valeurs. Mais je pense que ça pourrait être une chose. Moi, je sais que personnellement, dans l'hôpital où j'interviens, il y a une association qui n'est pas Jeanne Malve qui fait de l'accompagnement de fin de vie et j'insiste pour que cette association existe et qu'elle existe au moins dans les aspects légaux du style figurer sur les carnets d'accueil, que l'association vraiment soit prise en compte. Alors, dire que ça va fonctionner, j'en sais rien, mais à force d'insister, ça va bien finir par donner des résultats. Parce qu'on a quand même, les RU ont un certain, alors je dirais pas un certain pouvoir, mais il y a une écoute qui est rendue obligatoire par la loi. Marie-Noëlle Maréchal me semble vouloir ajouter quelque chose. Voilà, et justement, merci Olivier, merci pour toutes les interventions. Et bon, je peux partager mon expérience de bénévole accompagnante. J'accompagne à domicile et j'ai eu la chance, si je puis le dire, effectivement, de pouvoir continuer ce bénévolat pendant toute la durée du premier confinement, du deuxième confinement, voilà, et d'exercer la mission de représentation des usagers. Et je rejoins complètement le collègue, et c'est ce à quoi je pensais là maintenant. C'est la place des représentants des usagers qui nous rend visibles beaucoup plus aussi quand on est, alors Jeanne Malve, mais les autres, on peut les contacter. Effectivement, moi, il se trouve que c'est au nom de Jeanne Malve que j'ai investi cette mission, mais on a, avec un levier qui pourrait être important, je rajoute ça pour le collègue qui semble bien connaître aussi ça, c'est les projets des usagers qu'on est en train de rédiger. C'est pas quelque chose qui est obligatoire, mais si on s'en saisit, on peut tout à fait faire avancer. Et c'est dans les associations, enfin dans les établissements dans lesquels je suis impliquée, on est en train de rédiger ces projets des usagers où la place des associations est vraiment mise en avant également comme des partenaires des soignants. Il y a ce qui est un conseil de la Haute Autorité de Santé pour les nouvelles thématiques, les nouveaux items pour les certifications, ce qu'on appelle l'expérience usagée, au-delà de l'usager expert, l'usager ressource, etc. Ça, c'est vraiment, me semble-t-il, un levier aussi pour faire reconnaître les compétences et le professionnalisme, puisque c'est un peu de ça. En tout cas, si c'est pas un métier, les exigences du bénévolat d'accompagnement sont celles de professionnels, c'est bien évident. C'est ce qui est aussi parfois chronophage, c'est ce qui aussi fait parfois peur. Mais en tout cas, oui, je souscris complètement à cette possibilité que de redire, même quand on siège en conseil de surveillance aussi dans les établissements, on peut faire un rappel à ce moment-là aussi.
il me Eh bien, semble. merci. C'était tout d'un coup, assez tard dans notre séance, un sujet qui sort et dont on n'avait pas forcément parlé. Merci de l'avoir mis sur la table commune, même si c'est une table virtuelle, on est tous comme des timbres-poste. L'heure avance, c'est absolument redoutable. On peut peut-être se donner encore 5 minutes, si vous voulez, on déborde tranquillement l'horaire, mais on peut peut-être se donner encore 5 minutes. S'il y avait une autre personne qui voulait quelque part questionner notre sujet, qui est quand même effectivement toujours autour du sens et de quelle façon il est perturbé dans la période actuelle. Il y a Dan Ferrand qui lève la main bien volontiers. Il y a aussi Jamal 05 sur Claude. Retour, priorité, on va dire. Allez, la montagne, c'est à vous. Et après, la montagne. Eh bien, moi, je souscris complètement à ce qui vient d'être dit par Jean-Claude. Et moi, je fais pareil, je suis membre d'une RU, donc dans un établissement qui est privé et qui est en parfait accord avec les bénévoles et qui laisse la bonne place. Mais je pense que dans les hôpitaux publics, c'est un levier et peut-être une manière de revaloriser notre fonction de bénévole. Et donc, je souscris à ce qui a été dit. D'accord. Voilà du renfort sur les représentants des usagers. Dan Ferrand voulait peut-être apporter un éclairage à certains de nos débats. Moi, je me disais qu'il y avait quand même un rôle que vous pouviez tenir, c'est celui des proches, enfin de travailler avec les proches. Parce que si j'ai posé la question à SOS, ils ont beaucoup, évidemment, d'appels de gens qui ont perdu des proches. Et là, il y a un travail qui, à mon avis, peut être aussi celui de Jalmal. Et il y a ça. Et l'autre question, moi, je suis très sensible depuis des années au rôle des patients experts, des représentants des usagers. Et je me pose la question, et je fais partie d'un groupe avec Emmanuel Hirsch, on réfléchit, un certain nombre de gens. En fait, quel va être le rôle des associations d'ex-malades du Covid ou des proches malades du Covid? Parce que là, ils vont forcément pas seulement avoir des revendications judiciaires, mais ils vont aussi avoir des revendications en termes d'action. Et là aussi, vous avez votre rôle. Voilà, en tout cas, je vous remercie parce que j'ai trouvé votre débat passionnant. Alors, merci beaucoup. Alors, il y a quelque chose de frustrant quand on programme quelque chose, on donne un horaire, etc. On dépasse un peu l'horaire. Il est 8h moins le quart. Quelque part, ce n'est peut-être pas raisonnable de rajouter des choses encore. Je suis sûr que tout le monde n'a pas dit tout ce qu'il pouvait avoir comme question par rapport à notre sujet. Notre souhait en proposant ce carrefour, c'était de dire c'est bien de pouvoir se rencontrer avec une certaine rapidité et une certaine énergie de ton entre responsables associatifs. Alors tout le monde n'est pas là, on n'a pas parlé de tous les sujets. On espère quand même que ça a permis d'être un tout petit peu ensemble par rapport à cette difficulté que la plupart des associations traversent, parce que le sens, il est quand même un peu ébranlé, à droite, à gauche. Alors, ce n'est pas du tout une conclusion, c'est au contraire un point de suspension. Il y avait dans notre galerie de 47 personnes qui étaient là ensemble, quelqu'un qui n'a pas pris la parole, qui est, alors je ne la vois plus momentanément, je vais essayer de la retrouver dans les images. Zut, bon, enfin voilà, je l'ai perdu. Qui était en train d'écouter tout ce que nous disions avec l'idée que peut-être on pourrait tirer de ça peut-être un petit article, un petit quelque chose écrit qui est posé plus tranquillement que ce qu'on a dit à toute allure parmi nous. Bon, décidément, Marie-Thérèse. C'est Marie-Thérèse, moi je la vois, Olivier. Thérèse, je la vois pas. Merci, si Marie-Thérèse. Merci de lever la main. Oui. Voilà, parce que Marie-Thérèse écoutait tous nos échanges en se disant peut-être il y a moyen de tirer de ça quelques éléments écrits que l'on pourra partager entre nous après et qui permettront d'y revenir dans un deuxième temps et de poursuivre les quelques pistes de réflexion que ça a ouvert. Et je l'en remercie beaucoup parce que c'était très foutraque, tout le monde a dit des tas de choses dans tous les sens et je me demande bien comment on peut résumer une séance comme celle-là. Je me demande aussi, parce que c'était très riche, mais je me demande aussi quel sera le fil rouge. Voilà, je vais essayer. Tu vas le trouver, Marie-Thérèse, tu vas le trouver.
Bien, voilà, merci beaucoup à Marie-Thérèse pour le travail qu'elle va faire derrière. Merci à chacun de ceux qui est intervenu, soit qu'il ait préparé les choses à l'avance, soit que vous l'ayez fait en temps réel. Le temps est toujours trop limité, on aimerait aller plus loin. On peut se donner rendez-vous peut-être, vous l'avez vu dans un peu une sorte de programme, on a indiqué peut-être un deuxième carrefour au mois de septembre qui sera sur un sujet tout à fait différent. Il sera peut-être sur ce même format. Rendez-vous à ce moment-là. En attendant, il y a l'été qui va passer d'ici là. On a quelques autres occasions de rencontres. Et puis, écoutez, merci. Bonne soirée. Bonne soirée peut-être à tous. Merci Olivier. On n'a pas beaucoup Merci à de... tous. Merci. Bonne soirée. Bonsoir. À bientôt. Bonsoir. 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 Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir.